Tassar. Exactement. Je m'appelle Cyril Tassar. Je porte un projet de recherche-action depuis un peu plus de 2 ans et demi autour de l'approche systémique pour essayer de comprendre comment l'approche systémique peut aider les associations notamment à mieux comprendre les problèmes complexes auxquels elles font face et du coup agir de manière plus saine, robuste et durable. Voilà, je passe le relais à Léna. Merci, bonjour à tous. Donc moi, je suis Léna Gettner. Je suis la déléguée générale du KIF, qui est l'Alliance de 10 incubateurs d'innovation sociale en France. Et j'ai la chance d'avoir côtoyé 6 dirigeants associatifs géniaux pendant l'exploration systémique qu'on a fait l'année dernière tous ensemble. Je vais vous en dire plus tout de suite, mais Amandine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je suis Amandine Barthélémy, je préside un collectif qui s'appelle Odyssem, qui accompagne les acteurs de l'innovation dans le développement de leur impact, qui les aide à grandir sans perdre leur âme. Et voilà, je suis ravie d'être de cette aventure et je passe la parole à Kitri. Bonjour à tous, c'est Kitri Zeller. Donc moi, je suis actuellement en transition pro et perso. Et donc, quand Léna, Amandine et Cyril m'ont parlé de ce qu'ils font sur le sujet de l'approche systémique, j'ai eu un coup de cœur et je vais leur prêter un peu main forte sur ce projet-là. Et mon parcours, en 2 mots, moi, j'ai commencé côté accompagnement d'entreprise sociale, avec un petit passage côté Ashoka et côté Ronalpia. Et puis, une suite de parcours sur le terrain, plutôt avec la direction de l'antenne régionale d'une asso en plein changement d'échelle. Donc voilà, passionnée par ces sujets et convaincue par la pertinence de l'approche. Donc très impatiente de ces échanges. Super, merci beaucoup. Du coup, pour juste vous dire d'où on vient et pourquoi on est là ce matin, on est là ce matin parce que l'année dernière, on a lancé l'exploration systémique. Et donc, on est parti, Cyril, Amandine et moi, pendant 6 mois en compagnonnage avec 6 dirigeants associatifs pour se demander ce que ça fait, l'approche systémique appliquée au secteur associatif. Et donc, on a co-cheminé ensemble pour se demander comment est-ce qu'on applique l'approche systémique au secteur associatif, quelles sont les questions qui se posent. On s'est retrouvés sur plusieurs sessions. Et donc, ont participé Jérémy Lovenbruck, Joséphine Boucher, Anne Charpie et Marion Moulin, Elisa Lewis, Flora Vidal-Marron. Euh, et je crois que j'ai fait les 6, que j'ai présenté les 6. Et donc ce matin, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'on a vécu tous ensemble, les modalités de notre programme d'accompagnement, mais on pourra en reparler évidemment si vous voulez, soit dans le chat, soit par ailleurs. L'occasion ce matin est plutôt d'entendre évidemment le retour d'expérience de 2 dirigeantes associatives. Merci Léna, peut-être pour vous dire 2 mots sur l'esprit de ces webinaires. Euh, pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on a regardé un peu qui était inscrit, donc vous êtes beaucoup d'associations présentes, d'accompagnateurs, mais aussi de financeurs. Vous êtes sensibles à cette question de l'approche systémique. On sait tous que c'est un profond chemin de transformation. Vous étiez pour beaucoup présents lors du premier webinaire qui amène à revisiter sa compréhension des problèmes que son organisation essaie de résoudre, à questionner et à réajuster et du coup à rentrer dans un chemin de transformation. Et du coup, l'objectif de ces 3 webinaires, comme le disait Léna, c'est pas de vous raconter le contenu, la méthode de cette expérimentation qu'on a menée, mais c'est vraiment de donner la parole à ceux qu'on appelle les pirates qui se sont embarqués dans cette aventure pour qui nous racontent comment ils ont transformé la vision du rôle de leur organisation. C'est ce qu'Elisa et Flora nous ont partagé lors du premier webinaire. Le premier webinaire, c'était justement sur qu'est-ce que ça change dans le regard qu'on porte sur son organisation, son rôle. On a beaucoup parlé la dernière fois de la juste place, de la question de la nuance, de la question aussi des liens avec les acteurs. Aujourd'hui, on abordera avec Anne et Marion comment l'approche systémique fait agir différemment, comment elles ont transformé leurs activités actuelles pour mieux viser un changement systémique et comment ça se passe dans l'action. Et puis le troisième webinaire qui aura lieu le 12 juin, on vous redonnera la date et les liens en fin de session. On demandera à Joséphine Boucher de Ticket for Change et Jérémy Lovenbruck de nous parler du changement de posture, de comment ce chemin de transformation, il transforme aussi personnellement dans son rôle de leader, de manager, d'animateur. Euh, on vous propose de vous présenter rapidement les pirates de ce matin. Donc, comme le disait Léna, on a la joie de donner la parole à Anne Charpie et à Marion Moulin.
Anne, j'ai la joie de cheminer avec toi depuis la naissance de Voisins Malins, c'est-à-dire depuis 14 ans. Pour vous dire, Anne s'est lancée dans cette aventure après avoir travaillé au Chili pour l'ONG Contigo, fondé un syndicat de micro-entrepreneurs LADAS. Elle a beaucoup inspiré dans son action. Elle a été directrice de grands projets de ville, notamment dans l'Essonne, où elle a dirigé le GIP de Grigny, le groupement d'intérêt public de Grigny. Et c'est fort de cette expérience de terrain et de son désir profond de renouveler l'approche du service public qu'elle a souhaité innover en développant un projet qui révèle et qui valorise la richesse des habitants ressources dans les quartiers populaires. Pour vous dire rapidement, ce qui me marque chez Anne au quotidien, c'est vraiment son courage, son audace, son écoute de la singularité de chacun, sa capacité à faire du lien, y compris à contre-courant entre des mondes qui s'ignorent et à penser la relation, le dialogue comme un trésor. Anne, c'est quelqu'un de visionnaire, vous allez l'entendre. C'est une amoureuse de la montagne qui est sans cesse en mouvement, qui est familière des lignes de crête, qui est en quête d'une approche toujours plus organique, originale, vivante, centrée sur la relation et le sens de l'action au service des personnes pour révéler leurs talents. Voilà pour vous dire quelques mots sur cette personne extraordinaire. Et notre deuxième intervenante extraordinaire, je te laisse la présenter, Léna. Et oui, aujourd'hui, ce matin, on va entendre Marion Moulin. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Marion il y a 2 ans, quand elle est devenue déléguée générale de Possible. Et avant de piloter cette association avec grand talent, Marion, elle a commencé sur le terrain. Et son terrain, c'est la prison. Donc, elle était consultante en accès au droit pour la FARAPEJ, notamment dans la prison de Fleury-Mérogis, où elle transmettait ses connaissances juridiques aux détenus. Donc, elle sait très bien de quoi elle parle. Et puis, elle est ensuite devenue responsable nationale du sujet justice-prison chez Emmaüs. Et donc, c'est fort de ses expériences de terrain, d'animation de communauté et de vision systémique du secteur justice-prison que Marion a eu le courage de reprendre la direction de Possible il y a 2 ans. Et je dis le courage parce qu'on parle souvent des fondateurs d'entreprises sociales, de ceux qui se lancent, des entrepreneurs qui sont évidemment géniaux. Mais il y a évidemment, il faut saluer aussi le courage de ceux qui reprennent une association pour lui donner un second souffle, pour leur redonner une vision, pour réembarquer les parties prenantes. Et du coup, Marion fait partie de ces dirigeants qui ont cette trempe-là. Elle est arrivée il y a 2 ans chez Possible en embarquant toute sa finesse, ses talents de coopération, sa rigueur intellectuelle qui, moi, me marque beaucoup et son approche systémique intuitive. Et Possible, évidemment, Marion va vous en parler bien mieux que moi. J'ai la chance de connaître cette association depuis sa naissance en 2014 et je suis très impressionnée de son développement, de ses rebondissements et de sa capacité à croître et à être toujours très, très proche des besoins. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'être aux premières loges de la naissance d'Actis, qui est le programme né de la rencontre entre Possible et Onalpia. Et Marion, j'ai trop hâte de t'entendre ce matin. Et je crois que c'est maintenant le moment de reprendre un petit peu de hauteur sur l'approche systémique. C'est un mot qu'on utilise de plus en plus. On en entend de plus en plus parler. Ça devient même parfois un buzzword. Et donc, on se disait que c'était important de repartir avec quelques définitions un peu claires pour se rappeler de quoi on parle et de quoi on va parler ensemble ce matin. Et Cyril, je te laisse nous redire quelques éléments de définition. Merci Léna. Je vais effectivement, histoire qu'on soit toutes et tous, qu'on sache voilà, qu'on ait un peu un vocabulaire commun pour être sûr qu'on parle de la même chose, parce que derrière les mots systémique, approche systémique, changement systémique, etc., parfois on peut mettre des choses un peu différentes. On va faire un rappel express, comme indiqué dans cette magnifique slide, de 2-3 concepts. Ça va être la présentation la plus courte du monde des concepts de changement et d'approche systémique notamment. Mais voilà, juste pour être bien aligné là-dessus. Pour parler de changement systémique, pour commencer, pour parler de changement systémique, le plus simple, c'est de les définir en creux par rapport à ce qu'on peut appeler l'impact direct ou une action palliative. La logique d'impact direct, c'est quand une situation génère un problème ou un besoin social et que l'association a comme mission, comme activité de répondre directement aux besoins qui existent du coup. Typiquement, il y a beaucoup de déchets de plastique, on en retrouve beaucoup sur la plage et du coup l'association par exemple va ramasser ces déchets de plastique. Donc elle répond aux besoins existants. On parle d'une action palliative, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Enfin, dans le monde de la médecine, on fait beaucoup de palliatifs et heureusement, parce que la logique de palliatif, c'est de diminuer la souffrance, tout simplement. Et en creux, donc je les oppose exprès un peu artificiellement, mais en creux, du coup, la logique de changement systémique, c'est quand l'association ne veut pas agir forcément sur le besoin existant, mais va essayer de comprendre la situation, comprendre ce qui génère le besoin, le problème social, et de modifier, entre guillemets, d'essayer de contribuer à transformer cette situation, ce statut, de sorte que le besoin, le problème cesse d'apparaître, cesse d'être généré. Donc on voit que c'est deux logiques d'action qui sont un peu différentes. La réalité, c'est elles peuvent paraître très opposées, mais dans tous les cas, en fait, on a un briquet
qu'on agit sur le besoin existant ou sur la situation, dans les deux cas, en fait, on fait partie d'un ensemble d'interconnexions qui font qu'on a une influence sur la situation. Donc cette distinction qui se voit un peu pédagogique, est évidemment légèrement artificielle, mais elle permet de mettre des choses au clair. Et derrière ça, ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est le fait pour une association d'essayer de mieux comprendre la complexité des problèmes sociaux et de replacer son action, son organisation au sein de cette complexité. C'est partir simplement du principe que les problèmes sont hyper complexes, que souvent nos actions, mais également nos postures, nos discours sont en fait une toile d'influence et d'interconnexion avec énormément d'éléments, de situations. Et du coup, on a tout intérêt, entre guillemets, à essayer de comprendre au mieux possible. On ne comprendra jamais parfaitement les problèmes quand ils sont complexes, mais d'essayer de les comprendre le mieux possible pour essayer d'agir à nouveau de manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la manière la plus saine, donc en essayant d'éviter de faire des dégâts malgré soi, la plus robuste, donc en étant vraiment pertinent sur sa manière d'agir, et la plus durable, donc en ne sacrifiant pas, entre guillemets, le long terme sur l'autel de la réponse à des urgences. Et de ce point de vue-là, comme ce magnifique schéma l'indique, l'approche systémique sert aussi bien en fait une logique de changement systémique. Évidemment, si on essaye de transformer la situation, on a plutôt intérêt à la comprendre, mais elle sert également une logique d'impact direct. En fait, quand on agit sur un besoin existant, on a quand même intérêt à comprendre quelles sont nous-mêmes les influences qu'on peut avoir, les influences de notre action, mais aussi à nouveau de notre posture, de notre discours, etc., sur la situation, pour éviter, par exemple, en répondant aux besoins existants, de malgré nous contribuer à faire perdurer le problème. En l'occurrence, c'est quelque chose qu'on a évoqué un peu au webinaire 1. Pour celles et ceux voilà, qui l'ont raté, il y a un replay, on vous repartagera le lien dans le chat et également à la fin. Dans ce webinaire 1, on a beaucoup parlé de la tension en fait entre impact direct et changement systémique. Si je reprends l'exemple tout bête du plastique, en fait, si l'impact direct est de ramasser du plastique sur la plage, le changement systémique consisterait probablement à essayer de stopper sa production pour éviter qu'il y ait des déchets ou faire en sorte qu'aucun déchet n'aille dans la mer et sur les plages pour éviter d'avoir à les ramasser, par exemple. Or, on sait qu'il y a souvent des tensions. Ces deux intentions peuvent assez facilement rentrer en concurrence, en fait, par plein de mécanismes. Un tout bête que je peux illustrer là, c'est que ramasser les déchets de plastique sur la plage peut contribuer à invisibiliser le problème et du coup peut diminuer, entre guillemets, la volonté citoyenne, politique, le niveau de sensibilisation, voire les fonds alloués à la lutte contre la production de plastique. Ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal abordé au webinaire 1, cette tension entre impact direct et changement systémique, et comment, du coup, si jamais on porte ces deux approches en tant qu'association, on essaye de les faire cohabiter alors qu'elles peuvent être en concurrence. Donc, on a beaucoup parlé de cette notion d'amener de la nuance dans notre projet associatif. Et aujourd'hui, du coup, donc, en fait, dans ce webinaire 1, quand on parlait voilà, de ménager la chèvre et le chou, que sont l'approche systémique et l'impact direct, on était au niveau de la stratégie, entre guillemets, de l'organisation, sa mission. Et le lien avec ce webinaire 2, c'est de se dire maintenant, on va rentrer un cran plus dans le détail, entre guillemets, des actions, des opérations, pour essayer de parler justement de très concrètement, comment est-ce que j'agis en conséquence à partir du moment où j'adopte une approche systémique qui me permet de voir un peu plus cette nuance des problèmes et peut-être d'agir. Je vais couper peut-être le partage d'écran. Et peut-être du coup d'essayer d'agir en étant à la fois le mieux possible en train de répondre à un besoin existant et le mieux possible en train de faciliter une transformation profonde. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur mes actions au quotidien? Ça va vraiment être ça qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui avec Anne et Marion, en se demandant du coup, si j'adopte une approche systémique, peut-être que ça transforme en partie ou complètement, j'en sais rien, les activités que j'ai déjà. Peut-être que ça m'amène à imaginer des nouvelles activités, des nouvelles actions, des nouveaux programmes. On peut utiliser des mots différents, mais voilà, des nouvelles manières d'agir. Et peut-être que je le fais aussi différemment. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer d'aborder ensemble. J'espère que vous comprenez l'affiliation. C'est dans la droite ligne du webinaire numéro 1. On va un cran plus loin dans la manière très concrète d'agir. Et pour ça, du coup, je vais arrêter mon petit laïus d'introduction et je vais me permettre de poser une première question un peu plus méta, entre guillemets, en commençant peut-être par toi, Marion, à savoir pourquoi est-ce que ce sujet d'approche systémique t'intéresse? Pourquoi tu as, en fait, pourquoi tu as embarqué à nos côtés dans cette exploration systémique? Avant Euh, juste de laisser Marion répondre, pardon, petit point technique, on aura un temps de questions-réponses qui va être un peu court à la fin d'une dizaine de minutes. Donc à partir des questions que vous allez poser dans le chat, donc n'hésitez pas au fil de l'échange sur ce petit propos introductif de Cyril, comme
suite au retour d'expérience de chacune, vraiment à indiquer au fur et à mesure vos questions. N'hésitez pas, on en tiendra compte à la fin. Merci, pardon, je te repasse la parole, Marion. À tout de suite. Merci Amandine et merci à tous les trois pour cette très belle introduction. Alors, dans les raisons qui m'ont poussée à embarquer dans cette aventure, au-delà de votre force de conviction à tous les trois, c'était principalement parce que c'est arrivé à un moment où on va fêter cette année les 10 ans de l'association et il y avait un enjeu à retravailler notre projet stratégique pour les années à venir. Et donc, je l'ai surtout vu pour moi comme une opportunité en tant que dirigeante de retravailler le projet associatif et de venir le nourrir aussi par les échanges entre pairs et notamment des dirigeants et des dirigeantes qui interviennent dans des secteurs qui sont très différents du mien, ce que je trouvais particulièrement intéressant. Et la deuxième raison, c'est la curiosité intellectuelle que j'avais à ce moment-là pour l'approche systémique, pour 2 raisons principales qui vont résonner assez fortement avec ce que Cyril a dit en introduction. La première, c'était le sentiment assez frustrant, après 10 ans à travailler dans le secteur de la justice, qu'en tant qu'association, on était souvent dans une dimension qui soit uniquement palliative. Nous, on est face à un problème social qui est celui de la situation carcérale en France, qui est un système qui produit de la désocialisation, de la pauvreté, de la récidive. Et en tant qu'association, on traite les conséquences dommageables de ce problème social. En l'occurrence, on essaie de le faire notamment par le développement d'initiatives qui vont venir aider à insérer les personnes qui sortent de détention, mais avec voilà, ce sentiment récurrent qu'on est quand même face à un puits sans fond et que si notre action, elle est évidemment utile et indispensable, on ne peut pas se dédouaner d'essayer de lutter contre les causes, contre les racines qui viennent générer le problème social auquel on s'adresse. Et puis également parce que je pensais que l'approche systémique, c'était un moyen de pouvoir saisir le problème social auquel on s'adresse dans toute sa complexité. On entend beaucoup dans les médias et dans les discours politiques des discours assez simplistes sur la prison, sur la délinquance, etc. Or, la délinquance et son traitement par l'institution judiciaire, c'est un problème qui est particulièrement complexe. Et j'avais envie d'une approche qui puisse permettre voilà, de saisir le problème dans toute sa complexité et de pouvoir y réfléchir avec nuance. Et j'avais l'intuition, en tout cas, qui s'est confirmée ensuite, que l'approche systémique pourrait permettre tout ça. Merci Marion. Même question pour Anne, pas besoin de me répéter. Même question pour Anne. Alors, eh bien, je dirais que l'approche systémique dont j'ignorais le mot, j'ai parlé d'abord de nouveaux récits. Elle s'est présentée à peu près au même moment que toi, Marion, c'est-à-dire au moment des 10 ans de Voisins Malins, mais c'est-à-dire il y a 3 ans déjà. Je dirais ce questionnement, on avait un super bilan au bout de 10 ans. Je rappelle que Voisins Malins, ce sont des habitants qui ont un petit contrat de travail et qui vont ouvrir les portes dans le quartier, dans ces quartiers populaires, de personnes qui sont souvent coupées des services, qui sont méfiants, isolés, et ils arrivent avec un sésame qui est une information utile qu'ils ont préparée et ils permettent d'engager la discussion et que les gens s'intéressent et ensuite fassent des démarches voilà, ou agissent, prennent leur part dans la vie locale. Et donc, ça s'est développé pendant 10 ans. On est sur plus de 20 villes. Avec l'ensemble de nos voisins malins, on touche 10% de l'ensemble des habitants qui habitent dans ces quartiers. Donc, c'est déjà significatif. Et il y en a 7 sur 10 qui disent qu'ils ont appris une info importante. Le même nombre à peu près qui décident de prendre des initiatives. Donc, et les voisins malins deviennent des citoyens actifs dans leur ville. Donc, je dirais qu'il y avait un super bilan. On a quand même des évaluations d'impact régulières et en particulier à ce moment-là, on a fait une évaluation en direction de nos partenaires et on se disait c'est super, les partenaires en fait ils reprennent le goût de travailler avec les habitants en direct et c'est pile l'inverse qui nous a été dit, à savoir qu'ils étaient super contents d'avoir les voisins malins et qu'à chaque fois qu'ils avaient un caillou dans la chaussure ou un projet à lancer, bah, ils faisaient appel à nous parce que c'était quand même hyper efficace. Et donc là, vraiment pour moi, ça a été un coup de bâton dans la figure. Je me suis dit, c'est pas possible. Finalement, on est en train de devenir un écran alors qu'on était censé rapprocher les deux parties. Et par ailleurs, en interne, il y avait aussi une frustration de nos voisins malins et des équipes d'observer que toutes les recommandations qu'on faisait à l'issue des porte-à-porte envers les acteurs locaux, du logement social, les mairies, etc. Finalement, il y en avait assez peu qui étaient prises en compte et les voisins malins constataient que les problèmes qu'ils observaient chez les gens, que racontaient les gens, ils persistaient, donc c'était assez frustrant. Et puis enfin,
ils étaient assez mûrs, ils avaient travaillé sur leur posture, ils avaient envie d'aller plus loin. Donc il y avait aussi cette envie-là, et à titre perso, c'est la même chose. Moi, je me suis dit que j'avais envie de mieux comprendre cet environnement, cette complexité, et j'avais conscience qu'on avait un espèce de filtre magique pour arriver à recréer des relations dans des contextes où elles étaient rompues, on pensait que c'était impossible. Et j'avais un peu l'intuition que ce filtre, il pouvait se diffuser un peu au-delà de notre action directe, et voilà, donc de m'ouvrir à d'autres environnements, à d'autres acteurs. J'ai fini, Cyril. Merci Anne pour cette intro. C'est une illustration assez puissante de la manière dont. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les évaluations d'impact qui ont été faites autour de Voisin Malin, on voit quand même que effectivement cette action, cette logique d'impact direct fonctionne bien. Et là, ce que tu nous racontes, c'est quand même ce coup de bâton dans la figure, c'est cette nuance. Et d'un côté, ça marche en fait. On voit, et d'ailleurs, on a des preuves et on a des retours comme quoi ça marche. Et en même temps, on a du mal à faire en sorte que ça change durablement les choses, voire ça fait écran au changement. Ça me rappelle juste une phrase moi, qui m'a marqué d'Elisa Lévis, qui nous a partagé ça au premier webinaire en disant, Elisa, du coup, qui est la directrice de Très Avenir, qui disait la pire chose, ça serait qu'on fasse tellement bien notre boulot que rien ne change. Et c'est ça qui est assez fou quand on remarque cette articulation impact direct, changement systémique régulièrement. Je vais vous renvoyer, je vais vous redonner la parole en vous proposant du coup j'allais dire le désormais traditionnel, le célèbre petit jeu du double pitch qui avait bien marché la dernière fois. On a eu des super retours, donc on vous propose de vous y prêter aussi. C'est un peu artificiel, exprès, mais l'idée c'est voilà, de vous proposer de pitcher du coup Voisin Malin pour toi, Anne, et le programme Actis pour toi, Marion. D'une part, dans un mode un peu impact direct, notamment voilà, quand la manière dont ça peut être perçu par des acteurs qui voient essentiellement cette logique d'impact direct, l'apport très concret et court terme. Puis, un second pitch en racontant un peu ce que c'est que votre structure, votre programme, dans cette logique d'intention de transformation profonde. Anne, peut-être que tu peux commencer avec le double pitch. Tu connais mon amour pour ce genre d'exercice, mais bon, je vais m'y prêter, vous serez indulgent. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit rapidement, mais je vais dire comme c'est sur le site internet, Voisin Malin est une association qui agit dans les quartiers populaires pour renforcer le pouvoir d'agir des habitants et recréer du lien entre eux et avec les institutions. En porte-à-porte, les Voisins Malins écoutent, informent et orientent les habitants sur les projets et les services qui les concernent, mais qu'ils n'utilisent pas par manque d'information, sentiment de non-légitimité et aussi méfiance envers les institutions. Donc ça, c'est la version aujourd'hui qu'on utilise communément sous plein de formes. Sur le site web, du coup. Quoi? C'est le site web. Voilà, exactement. Vous pourrez la trouver facilement. Demain, comment on présente? Alors, vous allez voir, c'est un petit peu plus ambitieux. Voisin Malin revitalise notre démocratie en prenant soin des relations quotidiennes entre services de proximité et habitants des quartiers populaires pour qu'ensemble, ils dépassent la défiance et le repli, concrétisent la promesse républicaine et prennent chacun leur place dans notre société. L'association propose une nouvelle école de la relation sur les territoires en marge qui deviennent les laboratoires d'une société recollée, résiliente et vivante. Waouh, ouais, tu Rien demandes que des ça. choses, mais c'est beau, je découvre, c'est beau. Ce qui va être génial, c'est qu'on va rentrer, c'est facile de faire un pitch un peu comme on veut, on va rentrer ensuite dans les actions, on va voir en quoi c'est réel, ce second pitch, comment tu essaies de le rendre réel. À toi, Marion. Pas évident après ce pitch, Anne, qui était magnifique, merci beaucoup. Alors pour ce jeu du pitch, alors le 1er pitch, effectivement, c'est le pitch, qu'on fait, assez régulièrement devant tout un tas de partenaires, notamment pour, présenter l'association. Et on commence toujours par revenir dans ce pitch un peu classique sur le besoin social. Donc redire qu'aujourd'hui, vous avez en France, plus de 260 000 personnes, qui font l'objet d'une mesure judiciaire et dont plus de 70 000 sont incarcérées. Que chaque jour, vous avez 270 personnes qui sortent de détention avec, dans la grande majorité des cas, une situation de grande précarité socio-économique et des problématiques fortes d'addiction, de santé mentale, d'accès au logement ou d'accès aux droits.
et que sur ces 270, il n'y en a que 54 qui vont bénéficier d'un accompagnement et 170 qui vont récidiver dans les 5 ans qui suivent. Et que c'est face à ce constat qu'il y avait du coup un besoin extrêmement conséquent et pas suffisamment d'associations pour accompagner l'ensemble de ces personnes qu'on a décidé, parce qu'on avait la conviction que les innovations sociales qui sont issues de la société civile étaient indispensables pour engendrer un changement de regard sur l'insertion des personnes condamnées et pour apporter des solutions concrètes, qu'on a décidé de créer le programme Actis, qui est donc un programme qu'on coporte avec Ronalpia, qui est expert dans l'accompagnement d'entreprises sociales. Et Actis, c'est un programme d'accompagnement qui permet d'accompagner chaque année 10 projets qui visent à améliorer l'inclusion des personnes sous main de justice au sein de la société. Et on accompagne ces projets, d'une part, à développer leurs compétences entrepreneuriales et d'autre part, leur connaissance du secteur de la justice et du public, le tout dans une démarche de coopération étroite avec le ministère de la Justice, et que c'est voilà, le seul programme d'accompagnement qui est dédié à ce secteur et qu'on a accompagné depuis sa création une 50aine d'initiatives. Et si maintenant j'essaie de vous faire un pitch qui soit plus centré sur l'approche systémique, donc le besoin social auquel on répond évidemment est le même, mais là on porte un regard un peu plus critique sur nos actions en se disant que voilà, ces dernières années, les projets d'innovation sociale, ils se sont développés, ils se sont multipliés, mais force est de constater qu'on touche une limite très importante puisque le besoin social qu'on adresse, il s'arrange pas et voire il s'aggrave, puisqu'on n'a jamais eu autant de personnes incarcérées qu'aujourd'hui. C'est un record historique qu'on bat chaque mois et c'est un constat qu'on fait aussi au niveau mondial, qu'on incarcère de plus en plus et pour des durées de plus en plus longues et que la prison, malgré son inefficacité, demeure la peine de référence. Et force est de constater que si on est toujours convaincu que le programme Actis est indispensable et qu'il faut continuer à soutenir le développement des associations, on doit aussi se résoudre au constat que c'est insuffisant pour apporter une réponse réelle à ce besoin social. Et au fil de notre cheminement, on a acquis une seconde conviction qui est qu'il ne faut pas seulement accompagner les porteurs de projets, qui sont en fait seulement un des acteurs de cet écosystème, mais qu'il faut accompagner l'écosystème dans son ensemble et qu'en fait, si on veut des transformations profondes, c'est l'ensemble des acteurs concernés qu'il faut mobiliser en ayant une vision d'ailleurs assez extensive du nombre de parties prenantes. Et le nœud systémique, le nœud qui revient systématiquement et auquel on a envie de s'attaquer, c'est celui de la coopération entre ces acteurs, puisqu'on voit qu'elle dysfonctionne de façon très fréquente et que c'est un frein majeur à une inclusion qui soit durable et pérenne dans la société. Mais on pense aussi que la coopération, si elle est fluide, c'est un levier central qui va nous permettre de venir imaginer de nouvelles manières de faire et d'imaginer collectivement des solutions qui soient réellement transformatrices. Quand tu parles de coopération, du coup, tu parles de coopération entre la société civile et l'institution, c'est ça? Oui, exactement. Et plus largement, entre l'ensemble des acteurs, enfin, c'est aussi un des apprentissages de l'approche systémique, c'est que nous, on était effectivement très concentrés sur les associations et essayer d'agir sur les associations et enfin, le constat qu'il fallait agir beaucoup plus largement sur l'ensemble des parties prenantes en ayant une vision assez extensive. Super intéressant. Du coup, ce que tu dis, c'est que dans le fond, le constat reste vrai, à savoir qu'il faut continuer à accompagner. Moi, je vous ai beaucoup entendu dire que c'est très difficile de porter des projets associatifs dans le secteur justice-prison. En tout cas, il faut être bien accompagné. Donc ça, ce constat reste, mais que ça ne suffit pas, et que notamment l'enjeu de simplement avoir plus d'acteurs de la société civile, plus d'associations, si on ne développe pas les capacités de coopération, ne sont pas suffisamment transformatrices, en fait. C'est ça qui est intéressant. Merci Marion pour ce double pitch de t'être prêté aussi au jeu. Peut-être avant de rentrer vraiment concrètement dans des questions sur ce que vous avez transformé dans l'action, on a en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous faites face entre guillemets à des enjeux un peu analogues, à savoir vous répondez à des besoins directs et en même temps vous essayez d'apporter une transformation profonde. Ça, bon, je ne vais pas me répéter là-dessus. Mais plus globalement, en fait, ce qui est rigolo à observer, et on va vous écouter pour ça, c'est que vous abordez finalement cette approche systémique de manière relativement différente, on va l'entendre, que ce soit en termes de, alors je ne sais pas si le mot est bon, mais en termes de chronologie, vous n'avez pas forcément essayé d'attaquer les choses de la même manière, dans le même angle, et on va vous écouter là-dessus, et peut-être même d'un point de vue simplement de la réflexion et de la pratique. En fait, on trouvait ça très intéressant avec Amandine et Léna de se dire, proposons ce dialogue à deux voix pour montrer qu'il y a une diversité de manières, entre guillemets, de faire de l'approche systémique
C'était une des choses qui nous intéressait, et notamment parce que quand on agit, si on a envie de transformer les choses, on peut vraiment aller comme s'il y avait un espèce de continuum entre des plus petits premiers pas possibles. Comment déjà je peux partir, j'évoquais un peu la transformation d'activités existantes, comment je peux peut-être déjà modifier des choses que je fais pour les rendre un peu plus conformes à une vision plus systémique que je développe, ou je peux, si je vais à l'autre bout du continuum, essayer de lancer des choses pour le coup sensiblement plus ambitieuses, aussi du coup plus risquées, moins certaines. Et du coup, Marion, te cède la parole. Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez commencé quand vous avez cherché à déployer une approche plus systémique? Qu'est-ce que vous avez commencé par transformer très concrètement dans un premier temps chez Actis? Je pense que la toute première chose qu'on a commencé par faire, c'est, chercher et trouver du temps pour le faire. Alors ça paraît bête, mais en fait consacrer, réellement du temps d'apprentissage, sur notre système et se dire, voilà, que cette approche systémique, elle nécessitait de développer une connaissance beaucoup plus fine et beaucoup plus poussée du secteur auquel on s'adresse. On a réussi à le faire progressivement parce qu'on s'est autorisé à prendre du temps et à donner un cadre, à cette réflexion-là. Nous, c'est passé de façon assez simple par la création de comités exploratoires, qui sont, voilà, 2-3 heures qu'on prend toutes les 6 semaines et qui sont vraiment dédiés, à l'apprentissage, au partage de connaissances et à la montée en connaissances, sur notre secteur de façon collective, on est avec l'ensemble de l'équipe, en actant le fait que ça n'avait pas de vocation, contrairement à la grande majorité de nos réunions, d'opérationnalité à court terme. C'est-à-dire que, voilà, le but, c'était uniquement de partager des réflexions avec la confiance que progressivement, ça allait amener à faire bouger des choses et ça a été effectivement le cas. Voilà, donc ça paraît assez simple, mais en réalité, dans nos organisations, trouver du temps, pour prendre ce recul-là de façon régulière dans le flux des activités, c'est pas forcément si évident, en se disant, voilà, que c'est du temps, utile, et qui sera, bien investi, même si, le retour sur investissement n'est pas, immédiat. Et je pense que ce que ça a principalement changé, c'est Peut-être, aussi Marion, si je ouais? me permets, est-ce que tu peux nous partager en 2 mots, enfin, c'est quoi du coup quand tu dis que vous apprenez collectivement, c'est quoi? Vous formez, enfin, qu'est-ce que vous faites pendant ces temps en 2 mots? Et bah, dans ces temps-là, en fait, on partage des réflexions et des constats qu'on a pu faire. Donc ça peut être des lectures, des écoutes de podcasts, revenir sur une conversation qu'on a eue avec un des acteurs du système et qui nous a fait tilter sur quelque chose en lien avec l'approche systémique. Alors comme le mot fait un peu peur, notamment l'enjeu, c'était de se dire: «Voilà, on se frustre pas, même si on a eu quelque chose qu'on a trouvé intéressant et qu'on a envie de partager, on va pas se torturer avec, est-ce que c'est vraiment systémique et est-ce que ça a vraiment bien sa place à cet endroit?» Mais en fait, c'est un lieu de partage de tout ce qui nous paraît intéressant et apprenant. Ça peut être de débrief de certaines journées de travail en disant: «Voilà, j'ai participé à telle réflexion et ça m'a fait venir, tel commentaire ou telle manière de penser que j'aimerais partager avec vous». Voilà, donc un lieu de partage, d'apprentissage, qui vient s'ajouter après à des choses plus classiques qu'on avait déjà, qui sont des temps de veille, des temps d'immersion ou des temps de formation, au sens, plus traditionnel, du terme. Ah, merci. Hem et donc ce que ça a changé, je pense principalement, c'est, la manière dont on se pose les questions qu'on se pose sur nos actions et la posture qu'on adopte, puisqu'on a l'habitude plutôt d'être dans une dynamique, d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'à chaque année, quand on a fini une session du programme Actis, ben, on se pose pour savoir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et ce qu'on va «corriger» entre guillemets ou ajuster pour l'année d'après. Là aussi, on se requestionne, plus profondément sur les objectifs de nos programmes et est-ce qu'en termes systémiques, les programmes, qu'on a déjà, est-ce que leurs objectifs sont bien cohérents ou est-ce qu'on veut aussi, les revoir? Donc on a quand même, voilà, une réflexion qui est beaucoup plus, profonde, et ça devient aussi, l'approche systémique, par moments un peu une boussole d'arbitrage quand on est sollicité ou qu'on voit des opportunités de nouveaux projets à porter. C'est devenu aussi un des critères importants pour nous dans le choix des actions, qu'on va être amené à porter à l'avenir. Et dans cette réflexion, un des gros sujets, ça a été notre propre positionnement, et le positionnement des associations du secteur. Puisque notre enjeu, c'est de porter l'innovation sociale au sein de l'administration pénitentiaire avec, cette démarche de coopération, que j'évoquais, mais avec une vigilance importante à rester à notre juste place, qui est un peu une ligne de crête, avec la volonté, à la fois de pas faire à la place de l'État, puisqu'on veut pas que nos actions aient pour effet de bord de susciter un désengagement de l'État, sur certaines problématiques sociales, mais plutôt de faire avec, là où on estime qu'on peut être pertinent et qu'on peut apporter des choses, et d'apporter cette innovation aussi sans déstabiliser une institution qui est déjà, fortement fragilisée par un manque de moyens humains, financiers pour mener ses missions, et donc voilà, injecter, des dizaines de projets et beaucoup d'innovations, ça peut aussi venir déstabiliser un système qui est déjà en difficulté.
Et puis enfin, comment, au-delà de cette démarche de coopération, on porte aussi un plaidoyer et on fédère les acteurs pour essayer de construire une vision collective d'un futur qui soit différent. Puisque nous, on est convaincus que la peine, aujourd'hui, ça peut aussi être quelque chose de réparateur, de digne et d'inclusif, mais que ça implique, voilà, pour ça, d'embarquer un grand nombre d'acteurs autour de nous. Et donc, c'est aussi comment on garde une cohérence avec nos valeurs et avec ce qui nous paraît être des leviers de transformation réels et pas juste, voilà, des pansements sur une jambe de bois en permanence. Donc pour ça, on a estimé que notre juste positionnement, ça allait être d'être ce rôle de tiers de confiance entre les associations et les institutions pour pouvoir faire évoluer les pratiques et puis les postures professionnelles de chacun des acteurs ensemble, avec la volonté d'arriver à être dans une démarche de construction qui soit beaucoup plus horizontale de ces réponses sociales pour cet enjeu qui est la réinsertion, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un système très institutionnalisé et donc très vertical. Donc voilà, nos réflexions dans un premier temps ont beaucoup tourné avec la rédaction d'un manifesto autour de cette question de notre propre positionnement. Merci Marion. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand tu évoques la juste place, ça évoque la question des limites en fait. C'est que, tu parlais d'ailleurs de ligne de crête, je crois. En fait, si on a une vision très binaire, on se dit, bon, ben, le programme Acquis, c'est là pour accompagner des assos parce qu'il n'y en a pas assez. Et du coup, toujours plus d'assos, c'est forcément mieux. Et là, vous introduisez de la nuance en vous disant, ben, en fait, c'est peut-être pas si simple que ça. Et notamment, toujours plus d'assos, s'il n'y a pas les capacités de coopération, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, finalement, c'est quoi toujours plus d'assos? Est-ce que c'est forcément souhaitable? Et ça pose des questions qui sont presque, enfin, auxquelles il n'y a pas forcément de réponse, mais ça amène de la vigilance là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Deuxième chose, et ça, c'est un point très important, moi, je le vois beaucoup en échangeant avec des associations, c'est que ce que tu évoques sur les les comités, les co-explos, je ne sais plus si c'est co-exploration, en fait, ça amène à être, enfin, ça amène à être non pas apprenant sur soi-même, mais sur son système, en fait. Souvent, on pense à une organisation apprenante quand elle est capable en développant des activités, d'avoir la réflexivité, de se questionner sur, à quel point ces activités répondent bien aux objectifs qu'on s'est fixés. Et en fait, là, tu fais monter, entre guillemets, d'un niveau la réflexion en disant, mais on fait évoluer notre compréhension de ce qui se passe, du problème complexe, et on ajuste carrément les objectifs de nos activités. Et ça, c'est se déplacer de être apprenant sur soi-même, sur ses programmes, à être apprenant sur son système, sur ce qui se passe et comment on s'ajuste. Donc, hyper intéressant. Moi, j'ai peut-être une question complémentaire là-dessus, Marion, très rapidement. Ce que tu nous as décrit là, qu'est-ce que ça a eu comme. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de petites transformations très simples que ça a provoqué dans le programme historique, dans le programme Acquis? À l'aune de ces premières réflexions, qu'est-ce que vous avez changé très concrètement dans la manière d'accompagner des associations? Alors déjà, on a fait beaucoup plus de place à cette question de la coopération et d'inclure différentes parties prenantes. Aujourd'hui, on a une journée complète de séminaire collectif qui est dédiée à la question de la coopération, où on fait venir d'autres acteurs, comme des juges d'application des peines, des personnels pénitentiaires, des conseillers d'insertion et de probation, et on vient les faire travailler dans une démarche horizontale, parce qu'on a la conviction qu'en fait, une des clés, c'est aussi que chacun comprenne, et c'est peut-être une notion qui avait déjà été évoquée dans le précédent webinaire, les bonnes raisons d'agir de chacun des acteurs du système, et qu'en fait, on parle toujours comme un truc un peu bête d'interconnaissance. C'est important qu'il y ait de l'interconnaissance, mais en réalité, on s'est aperçu de plus en plus qu'il y avait un réel enjeu à ce que chacun des acteurs puisse, dans une posture ouverte, essayer d'entendre, de comprendre les besoins des uns et des autres et les raisons qui les poussent à se comporter comme ça. On a souvent un sentiment d'injustice ou d'arbitraire, alors qu'on n'a pas forcément conscience des contraintes des uns et des autres. En tout cas, on projette des choses sur les autres qui correspondent pas forcément à la réalité. Donc ça, voilà, on y consacre une part réelle au séminaire. Et on a également inclus quelque chose sur la participation des personnes concernées, les personnes sous main de justice elles-mêmes, puisque dans notre réflexion, on a décidé d'avoir une vision assez large des parties prenantes et de considérer que les personnes condamnés pour des infractions et également potentiellement les victimes d'infractions sont aussi des parties prenantes de ce système de la justice pénale et qu'elles devaient avoir une place et une légitimité. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à introduire et sur lesquelles on continue à se former, notamment avec ATD Carmonde pour développer ça plus fortement à l'avenir. Donc ça, c'est des petits ajustements qu'on a pu être amenés à faire dans les contenus même des programmes. Excellent. Donc là, on est vraiment dans le plus petit premier pas possible. J'ai l'impression, à savoir, on fait des petits ajustements et tu m'avais déjà partagé le fait que
par exemple, organiser une journée avec les différentes parties prenantes du secteur justice-prison, pour vous, c'était pas un pas énorme, c'était pas si compliqué à faire, entre guillemets, mais déjà, ça change complètement la capacité de coopération potentiellement des associations accompagnées. Si on va un cran plus loin, donc là, on est un peu moins dans le plus petit premier pas, est-ce que tu peux nous parler un peu du prix 2D que j'ai l'impression que vous avez plus fondamentalement revisité, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. C'est peut-être un exemple un peu plus poussé de ce qu'a engendré l'approche systémique, puisque c'est un programme voilà, qui en est à sa troisième session cette année, qu'on coporte toujours avec Ronalpia et avec une branche du ministère de la Justice qui est l'ATIGIP, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Et le but de ce prix, donc, qui se compose de 4 journées d'accompagnement collectif, c'était de soutenir le développement d'initiatives associatives qui interviennent en faveur de l'insertion professionnelle, spécifiquement des personnes sous main de justice. Et donc, on réunissait jusque-là pendant 3 jours les lauréats, donc les dirigeants d'associations, et puis des représentants du ministère de la Justice. Et on avait identifié en amont des problématiques des associations sur lesquelles elles allaient pouvoir travailler avec, comme par exemple l'évaluation d'impact ou la stratégie d'essaimage. C'est un programme qui avait un peu de mal à trouver son rythme et donc pour la troisième année, on a décidé de le refondre totalement, d'en changer même les objectifs à l'aune de l'approche systémique. D'abord en se disant fallait qu'on fasse le pari de l'intelligence collective jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce nouveau format, on n'apporte plus aucun contenu descendant, ce qui était le cas auparavant, mais on apporte uniquement des méthodes d'animation qui, selon nous, vont permettre de favoriser la création d'un dialogue horizontal entre les différents acteurs. Et donc, c'est les participants eux-mêmes qui vont choisir les problématiques communes qui, dans leur quotidien, sont un problème et qui freinent l'insertion des personnes sous main de justice. Et ça peut paraître assez simple, mais en réalité, aujourd'hui, les partenaires institutionnels, quand vous êtes une asso, vous les voyez dans le secteur de la justice, dans des cadres qui sont très formels, où vous venez pour négocier des subventions, pour faire des comités de pilotage, de bilan de certains projets, mais assez peu dans un cadre où en fait vous pouvez juste vous parler sans qu'il y ait d'enjeu en fait. Sans qu'il y ait d'enjeu particulier, il n'y a pas un enjeu de produire quoi que ce soit ou de résoudre tel problème ou d'obtenir une subvention. Il y a juste un enjeu de mieux se connaître et d'essayer de faire des choses intéressantes ensemble. Également, on a fait le choix un peu différent de ne pas se baser uniquement sur les besoins qui sont exprimés par les associations. Mais en fait, là, comme c'est eux qui choisissent collectivement les sujets, ils émanent des besoins de l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, voilà, sur l'interconnaissance et la compréhension des bonnes raisons d'agir. On a également beaucoup étendu le nombre de parties prenantes. Avant, il n'y avait que des fonctionnaires donc de la direction de l'administration pénitentiaire ou de l'agence. On a également invité cette année une chef d'établissement, des représentants de France Travail ou encore une juge d'application des peines. Et on invitera sans doute encore des personnes différentes l'année prochaine. Et l'objectif global de tout ça, c'est faire le pari en fait que ça va permettre à chacun de faire évoluer sa pratique et sa posture professionnelle et du coup les relations entre les différentes parties prenantes et que ça va leur permettre de développer une coopération plus efficace. Et les premiers retours qu'on a sur les premiers petits pas des différents participants aux sessions nous rendent assez optimistes sur le fait qu'effectivement, en fait, ne serait-ce que sur une journée de travail de 7 heures, ça peut déjà déclencher des envies de changement et des choses assez concrètes à déployer pour les acteurs qui sont là. Excellent. Merci Marion. Avant de passer la parole à Anne, un mini point là-dessus. C'est intéressant parce que la pensée systémique invite en général à se concentrer sur les relations, sur les interconnexions. D'ailleurs, par relation, c'est pas qu'entre les personnes, c'est aussi entre les personnes et par exemple des outils d'infrastructure, des règles, etc. Entre en l'occurrence, des lois, des administrés ou ce genre de choses. Mais ça peut paraître un peu théorique. On sait qu'en fait, se concentrer sur les éléments seuls, c'est oublier les interactions. Or, ce qui est important souvent, c'est la dynamique entre des éléments. Enfin, un outil devient intéressant dans sa dynamique d'usage. En fait, comment est-ce qu'une personne utilise un outil en fonction de son usage, ça va transformer l'outil qui va transformer l'usage. Et c'est cette relation souvent sur laquelle la systémique invite à, en tout cas, se concentrer un peu plus. Mais ça paraît souvent un peu abstrait dit comme ça. Or là, ce qui est hyper intéressant dans ton témoignage, c'est que tu nous donnes un exemple extrêmement concret de se dire, typiquement, si on agit simplement sur des éléments de ce système, entre guillemets, justice-prison, à savoir les associations, si on les aide à être plus nombreuses, plus fortes, parce que c'est pas forcément facile de porter des projets associatifs dans ce secteur, et du coup, si on les aide à se faire une place, etc., mais que ça se fait finalement au détriment de leur capacité justement à travailler dans des relations qui soient saines, en tout cas, avec l'institution,
parce que justement c'est difficile et qu'il faut les armer pour batailler, se faire une place, finalement on peut avoir une illusion assez forte que ça marche parce qu'il y a plus d'assauts, qu'elles prennent plus de place, elles s'en sortent mieux, elles sont peut-être plus pérennes, elles ont des actions qui croissent. Et en fait, finalement, ça se fait au détriment de la santé de l'ensemble du système, entre guillemets, si finalement la relation avec l'institution se dégrade à mesure qu'on se concentre sur un élément. Et finalement, là, en partageant ce que tu viens de partager avec le prix 2D ou les petites modifications que vous avez fait dans le programme Actis, dans le programme phare, c'est justement cette attention portée à travailler pas que sur les éléments, mais sur la relation pour éviter que la situation se dégrade, mais au contraire, faire en sorte que, au-delà d'accompagner des assos et de les rendre plus fortes, plus pérennes, etc., on s'assure que par ailleurs, on soigne les relations. Et je trouve ça hyper. En fait, là, on est vraiment dans un exemple extrêmement concret de l'illustration de ces principes systémiques qui peuvent souvent paraître un peu abstraits. Mais j'ai trop parlé. Passons la parole à Anne, du coup. Tu nous as évoqué en intro un peu à la fois la puissance et la limite des activités traditionnelles, je me permets ce mot, de voisin malin. En quelque sorte, tu nous as évoqué ça. Donc concrètement, qu'est-ce que ça t'a amené à essayer de faire de différents ou de nouveaux, Anne? Merci Cyril. En tout cas, je suis assez bluffée de l'approche d'Actis et de cette démarche très construite et très pensée, progressive. Enfin, et d'ailleurs, vous êtes donné les moyens pour le faire. Tu parlais de temps, mais aussi de financement qui ont permis ça, ce qui est énorme et permet d'avancer solidement. Donc, je dirais qu'on va passer dans un autre monde avec Voisin Malin. euh, je dirais que nous, on est une grosse association relativement, enfin, mais par rapport à ce qu'est Actis, hein, il y a 200 salariés. On a cette activité qui est très présente avec, je dirais, ce sont des habitants qui bossent et on est du point de vue des habitants. On n'est pas déjà dans la relation. Enfin, nous, on se situe du point de vue des habitants, même si on construit avec des institutions. Donc, ça va illustrer une approche un peu différente. Et puis, c'est une démarche où je dirais, assez entrepreneuriale, entre guillemets, où c'est le gène de Voisin Malin, où on est parti d'intuition, on est parti d'histoire personnelle. Et c'est ça qui. Donc, on a continué et finalement, on travaille beaucoup sur l'expérimentation. On teste, on a besoin de ressentir, on a besoin de se transformer par l'expérience pour ensuite relire, et comprendre des choses et avancer. Donc, ces gènes un peu qu'on trouve chez Voisin Malin n'ont pas changé. Et ils sont assez différents de ceux d'autres associations, dont celle d'Actis. Donc, c'est intéressant de repenser à ça en t'écoutant, Marion. Alors, je dirais que il m'est arrivé d'avoir une rencontre assez marquante avec un préfet dans l'Essonne, qui est un de nos partenaires, pas du tout opérationnel quotidien, mais le préfet qui voulait absolument me rencontrer suite à une mission de porte-à-porte qu'on avait faite pour annoncer des démolitions d'immeubles et de logements qui concernaient donc des copropriétaires en difficulté à grande échelle à Grigny. Et dans nos équipes, on avait les personnes concernées qui avaient dû, je dirais, qui étaient très en colère, et il avait fallu faire tout un chemin pour qu'elles comprennent et pour qu'elles décident ou non d'aller porter ce message. Et si elles le faisaient, pourquoi elles le faisaient? C'est parce que c'était mieux, c'était utile pour les gens. On n'avait pas, nous, décidé ça, mais que le sujet était en route et malgré tout, ça avait des raisons. Bref. Donc le préfet, impressionné par ça… Les voisins malins qui portaient le message étaient concernés, c'est ça que tu dis? Pardon, des personnes, des voisins malins. malins, il y avait des voisins malins copropriétaires dont l'appartement allait être démoli et ils allaient perdre leur logement, ils allaient être indemnisés avec des prix très bas, ils allaient être relogés dans du logement social alors qu'ils étaient copropriétaires. Enfin, ils avaient, voilà. Enfin, il y avait tout un rêve, tout un mythe qui s'écroulait. Enfin, on a notre matière, en fait, nos parties prenantes. Alors, c'est pas les personnes sous main de justice. Nous, les voisins malins, ce sont les acteurs de voisins malins, mais ce sont des personnes qui sont concernées par les sujets avec qui on travaille. Donc, ça, c'est un peu notre gène, notre manière de faire. Et là, ce préfet me dit, Madame Charpie, écoutez, je suis dans la mouise parce que je me rends compte qu'on a fait une énorme erreur, on a fermé tous nos guichets en préfecture et aujourd'hui, d'abord, on a une dégradation de l'accès au titre de séjour de toutes les personnes étrangères qui arrivent, parce que les systèmes en ligne ne fonctionnent pas, il y a des trafics, enfin on le voit bien, nous, il y a des gens qui vendent des rendez-vous, et enfin bon, il y a toute une arnaque, donc c'est une catastrophe. Donc on a décidé de réouvrir un guichet, on ne sait pas comment faire, nos agents n'ont pas du tout envie.
Ils savent qu'il y aura beaucoup de tensions parce que ça se passe très mal. Ils n'ont pas, eux, des solutions miracles. Et donc, vous avez réussi dans un contexte extrêmement conflictuel et difficile à dénouer un point, finalement, et à faire en sorte que tout le monde avance. Et donc, comment on pourrait travailler ça? Donnez-moi des conseils, dites-moi quoi faire. Donc, en fait, ses enjeux à lui, c'était à la fois de rendre le service public et de ne pas générer du non-recours. Et en l'occurrence, là, des gens qui avaient des papiers n'étaient pas renouvelés. Donc, enfin, je dirais, il y avait même une dégradation des situations. C'est pas juste le flux entrant, c'était que des personnes qui étaient déjà régularisées se retrouvaient à ne plus pouvoir être renouvelées à cause de ces dysfonctionnements. Donc, il y avait cette histoire de recours, il y avait aussi le fait que les agents étaient démotivés et qu'il y avait beaucoup d'arrêts maladie, il y avait du turnover, il y avait des grandes difficultés à recruter, ce qui est un phénomène général actuellement qu'on observe dans le service public sur les métiers de proximité, qui est absolument catastrophique. Et le troisième sujet qu'il avait, c'était de dire, écoutez, moi je suis responsable de mener des grands projets de transition écologique dans mon département. J'ai besoin pour ça d'organiser des concertations et je me suis plantée là pour un projet qui avait du sens parce que je n'ai pas su faire, parce que je ne sais plus parler aux gens et voilà, j'ai plus de capteurs. Donc, aidez-moi par rapport à ce grand enjeu d'avenir de transformation du pays. Et donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous faire, je ne suis pas consultante, je n'ai pas la réponse toute faite. En revanche, je peux vous proposer qu'on teste ensemble quelque chose. Je vais rencontrer des agents qui ont testé chez vous, dans leur métier, dans leur service, des échanges avec les usagers. Donc, il y en avait quand même sur des projets. Alors, ce n'était pas l'accueil des étrangers, mais c'était d'autres sujets sur la rénovation urbaine, sur des sujets, voilà, des sujets divers. Et je vais comprendre pourquoi c'est un problème pour eux, qu'est-ce qu'ils ont déjà tenté, qu'est-ce qui ne marche pas. Et en fonction de ça, on va partir sur des vrais sujets de blocage. Et je vous propose qu'on teste avec la méthode voisin malin et vous, vos agents, et qu'ensemble on invente, enfin on puisse partager un diagnostic de pourquoi ça ne marche pas, et à partir en confiance, dans un cadre de confiance que vous allez me permettre de faire, c'est-à-dire vos agents, ils pourront être eux-mêmes, ils n'auront pas le vêtement du fonctionnaire et les éléments de langage du préfet. Il y aura de la confidentialité pour qu'ils puissent se lâcher complètement. Et ensuite, ça va prendre du temps. Vous allez leur dégager du temps alors qu'ils ont plein de dossiers en retard. Voilà, il faudra trouver un moyen parce que c'est un investissement nécessaire. Ça va prendre plusieurs ateliers sur plusieurs mois. Et ils sauront pourquoi ils le font. Ils le font non pas pour vous faire plaisir, mais parce qu'ils savent que derrière, il va y avoir une nouvelle pratique qui va émerger et que cette pratique, vous allez en faire quelque chose. Vous allez prendre des décisions pour modifier leurs conditions de travail qui sont aujourd'hui très difficiles. Donc, on agissait, je dirais, l'idée, c'était d'agir à la fois sur le fait que les agents, une fois qu'ils vivraient cette expérience, verraient que ça a du sens et que c'est enthousiasmant de travailler avec les personnes concernées. C'est difficile au départ, il faut se mettre un peu à poil, mais qu'in fine, on arrive elles ont des ressources, elles ont des idées, les voisins malins font ça tout le temps, donc c'est vraiment changer des croyances, changer des pratiques professionnelles et changer les structures qui vont permettre à ces pratiques de se perpétrer, de se consolider et petit à petit, donc ça peut être des fiches de poste, ça peut être libérer une journée par mois pour que les agents aillent voir les usagers, ça peut être des formations, etc. Donc, voilà, donc j'étais enchantée, j'ai rencontré 10 agents pendant l'été et le préfet est parti en septembre. Donc, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 préfets en 2 ans. Pourquoi? Parce que le préfet tout seul, il a d'autres sujets à traiter, donc il m'avait délégué quelqu'un qui avait son oreille directe pour prendre des décisions, dénormer, valider le cadre de confiance. Cette personne, elle est partie, il a fallu la remplacer. Et ensuite, il fallait que j'ai quelqu'un d'opérationnel qui soit motivé. Donc, au bout de 8 mois, j'ai fini de préfet en préfet par trouver la personne volontaire. Et cette personne, en fait, elle était sur 2 postes à la fois. Elle avait, enfin voilà, bon, bref, je vous passe le détail, mais pour le moment, ça n'a pas démarré, mais je reste en lien. Ça fait 2 ans. En revanche, c'est pas une. Ce qui est dingue, Anne, si je me permets, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, oui, enfin, ça peut paraître, je pense qu'on ne connaît pas forcément bien le service public ou les collectivités. Moi, d'ailleurs, je suis très très loin d'être un expert, mais en fait, pour avoir discuté pas mal avec toi, c'était quand même un cadre d'innovation, entre guillemets, pour eux qui est assez dingue, et de se dire d'avoir à la fois ces 3 niveaux d'action sur les croyances, les pratiques
et ce que tu as appelé l'infrastructure, entre guillemets, les fiches de poste, ce genre de choses qui fait qu'on agit et on pense de telle manière. Et puis en même temps, comme tu dis aussi, à nouveau, trois autres niveaux de lecture qui est de se dire, il y a une mission concrète, et en même temps, au-delà de la réussite de la mission concrète, on essaie de changer durablement des pratiques. Et puis j'ajoute, tu l'as pas forcément évoqué, mais pour Voisin Malin, le but était aussi de se dire qu'est-ce qu'on apprend pour le modéliser. Mais du coup, en fait, c'était un projet qui était sacrément ambitieux. En fait, ça peut paraître un peu anodin, mais en fait, quand on voit le fonctionnement de ces machines-là, c'était assez dingue, j'ai l'impression, comme cadre d'expérimentation. Ouais, c'était assez dingue, mais en fait, ça m'est venu parce que la rencontre avec le préfet, c'était un moment incroyable. Et j'irais, j'aurais pas pu penser ce truc-là en chambre avant. Ça s'est fait dans l'instant de la rencontre avec le préfet. Le préfet vraiment s'est mis dans un tel dénuement. Il m'a posé sa vulnérabilité et y compris, il pensait que moi j'étais, voilà, j'allais lui sauver la mise alors que j'avais pas de solution toute faite. Mais je dirais, à l'intérieur de moi, il y a un truc qui a bougé où je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'on a une responsabilité, c'est vrai que on peut inventer des choses ensemble et je dirais que ça m'a mis en capacité d'imaginer des choses complètement folles en fait. Et ces choses folles, elles ne sont pas si folles puisqu'on est en train de les resservir dans d'autres contextes avec des collectivités où il y a plus de continuité dans nos interlocuteurs. Donc c'est en train de se mettre en place ailleurs. Enfin, c'était pas du temps perdu. Mais je dirais que moi-même, je me suis dit par la suite, ça m'a permis d'être audacieuse et de me mettre d'égal à égal avec des interlocuteurs qui aujourd'hui sont nos commanditaires, alors des directeurs généraux de services de collectivités locales, que ce soit des mairies ou des départements, de maires aussi. Alors les maires, il y en a que je connais bien, c'est facile, mais voilà. Et donc ça a débloqué, en fait, finalement, nous-mêmes, on a, on a pu, et je dirais moi à titre personnel, mais dans les équipes, maintenant ça se met en place, vivre une expérience qui nous a transformés. Alors c'est la fameuse expérience émotionnelle correctrice que tu aimes bien, mais qui est un terme un peu barbare. Le petit nom de ça, c'est EEC. Donc quand on parlera en EEC, ça veut dire que l'approche systémique aura colonisé les esprits. Ce sera déjà un peu suspect. Mais enfin voilà. Donc je dirais il y a eu cette transformation qui fait que je pense que c'est important d'être ambitieux. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que par rapport à ce que tu as fait, Marion, chez Actis, moi, j'ai eu besoin, et je dirais que c'est un peu aussi l'histoire de Voisin Malin, de faire le détour par l'extérieur. En fait, c'est quelqu'un d'extérieur qui m'a renvoyé cette possibilité, qui a ouvert un possible, un champ possible. Et l'histoire de Voisin Malin, c'est, tu rappelais Amandine, le Chili. Enfin, je trouve que quand on sort de chez soi, on change ses lunettes sur ce qu'on est soi-même, sur ce qu'on peut apporter, sur ce à quoi on tient, sur ce qui a de la valeur, en fait, dans ce qu'on fait déjà. Et donc, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'on avait beaucoup de ressources. Et là, sur des projets qu'on met en place réellement, par exemple avec un CCAS, Conseil communal d'action sociale à Vénissieux, où pareil, on a eu des élus, un directeur général adjoint des solidarités, qui ont dit, voilà, exactement un peu le même discours du préfet appliqué au sujet. Les personnes âgées de notre ville, la moitié d'entre elles ne sont pas rejointes par le CCAS et on sait qu'il y a des gens qui meurent tranquillement chez eux, voilà, coupés de tout parce qu'ils n'ont pas investi la relation, parce qu'ils pensaient repartir au pays et que l'offre des services municipaux ne rejoint pas ces personnes, ne leur parle pas. Et on sait bien que Voisin Malin n'a pas vocation à aller tout le temps chercher ces gens-là. Enfin, on ne va pas vous envoyer faire du porte-à-porte pour aller voir les dizaines, il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Enfin, il y a une histoire de génération pour ces quartiers qui sont nés dans les années 60, voilà, avec ce phénomène des personnes âgées isolées qui n'ont pas d'autre ancrage et qui n'ont pas d'ancrage, d'ailleurs, pas d'ancrage. Voilà, donc c'est complètement indigne. Et nos agents n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, nos agents, ils ont tendance une partie d'entre eux se protègent des gens parce que les gens arrivent en colère, parce que voilà, ça se passe pas bien. Et puis, ils se concentrent sur ce qui marche en fait, et c'est normal. Ils ont envie de réussir. Donc voilà, les trucs comme ça. Bref, donc il y a aussi une ambition de réformer le service. Et par rapport à ça, je dirais que on teste. Donc on va faire ça sur 3 ans. Donc on s'est donné le temps. Et sur ces 3 ans, et on fait ça à Vénissieux, mais on va le faire aussi à Grigny. Et pendant ces 3 ans, on va commencer, nous, par rencontrer les agents avec une attitude différente de celle qu'on a eue jusqu'à maintenant. Nous, on voit ce qui dysfonctionne du côté
parce qu'on a le point de vue des habitants, donc on voit que les gens sont mal reçus quand ils vont à un guichet. Merde. Vous m'entendez encore? Oui, ça marche. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne vous vois plus. On t'entend, Anne. Ok, bon, bah, j'espère vous retrouver parce que j'aime pas parler devant un truc Non, ça tout marche. vide. Pop, zoom. Hop, c'est bon, merci, je vous ai retrouvé. J'ai eu un drôle de... Bon, bref. Donc nous, on va rencontrer, là, on est en train, et on a préparé en équipe avec l'équipe de Vénitieux, donc les voisins malins, la responsable, je ne sais pas si elle est autour de la table là, en tout cas, il y a sa collègue, j'ai vu Adeline qui est pas loin, la directrice du territoire, et l'accompagnement de quelqu'un qui a un regard systémique. Et donc, on prépare les entretiens avec les agents du CCAS pour faire en sorte voilà, de créer une vraie rencontre pour que ces personnes se disent, en effet, moi, je souffre dans ma relation, je ne suis pas satisfaite que ma mission ne soit pas remplie, et puis j'ai testé des choses, ça n'a pas marché, pourquoi, comment je voudrais faire, et petit à petit embarquer des personnes qui seront volontaires pour tester d'autres approches. Donc ça, là, on en est là aujourd'hui. Et je termine en disant que cette expérience-là nous permet de prendre conscience que une méthode d'entretien qu'on mène dans Voisin Malin, quand on crée de la confiance avec quelqu'un qui est derrière une porte et qui se méfie, eh bien, il y a une posture à avoir, il y a une capacité d'écoute, il y a une empathie, il y a le fait de se méfier de ses représentations, de ne pas projeter ça sur la personne. Eh bien, finalement, on donne de la valeur à des pratiques professionnelles qu'on a en interne, mais qu'on va étendre dans des contextes un peu plus larges. Donc, on revient à des choses qui finalement semblent assez abordables. C'est pas tout d'un coup, on ne va pas changer complètement de métier, mais on va donner plus de valeur et d'attention à ce qu'on fait déjà. Voilà. Excellent, merci Anne. Ce qui est passionnant, c'est en fait là tu illustres à la fois le fait que souvent le changement systémique, on imagine que c'est énorme, on a envie, je sais pas, de parler de l'abolition de l'esclavage, de trucs comme ça. En fait, non, si on veut changer les situations bloquées, ça passe aussi par cette espèce de dentelle, entre guillemets, d'aller transformer vraiment dans la finesse des comportements, des croyances, et tu l'illustres très bien avec le CCAS. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu parlais de ta propre expérience émotionnelle correctrice. Alors, effectivement, on utilise des mots barbares. Je précise juste, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'idée derrière de l'expérience émotionnelle correctrice qui vient de la logique de l'école de Palo Alto, c'est de se dire, on ne va pas forcément réussir à transformer les croyances de quelqu'un en argumentant. Par contre, on peut l'amener à transformer ses propres croyances, notamment limitantes, en lui faisant vivre des choses nouvelles, entre guillemets, en le mettant dans des situations qui lui font vivre une expérience différente, donc une expérience émotionnelle qui va transformer ses croyances, parce qu'en vivant quelque chose de différent de ce qu'on pouvait imaginer, là peut-être que il n'y a que nous, entre guillemets, qui pouvons peut-être effriter et transformer nos croyances à l'aune de vécus nouveaux, de situations vécues qui sont correctrices, entre guillemets. Je précisais juste ça. Et ce qui est juste rigolo, c'est qu'en fait, on a tendance à vouloir transformer les autres. L'approche systémique, c'est aussi accepter d'être transformé soi-même et de vivre ces expériences émotionnelles correctrices. Ça commence par là. Si ça part de là, forcément. Ouais. Sinon, ça ne le fait pas. Très rapidement, du coup, Anne, parce que je vois que le temps passe, très rapidement, tu nous as parlé du coup de ces choses assez ambitieuses, mais est-ce que, donc, en fait, tu as fait un peu le chemin inverse, entre guillemets, je simplifie, de celui d'Actis et de Marion. Est-ce que en faisant, tu disais, voilà, c'est en se confrontant à l'extérieur qu'on voit ce qu'il y a de la valeur, qu'est-ce que ça amène à transformer peut-être de très simples, tangibles dans les activités actuelles? Est-ce que ça amène à avoir des petits premiers pas possibles, des plus petits premiers pas possibles chez Voisin Malin, ces prises de conscience? Non. Oui. Donc, ce sont des choses, en fait, ce que je redis, hein, des pratiques qu'on a déjà, mais auxquelles on va accorder plus de valeur. On va un peu changer nos lunettes et donner du relief. Par exemple, puisque notre enjeu, c'est que les acteurs de proximité, finalement, soient remis en capacité, soient re-empower. On s'intéressait aux habitants jusqu'à maintenant, mais en fait, s'il n'y a pas d'interlocuteur, en fait, on va faire une alliance de terrain entre les habitants et que ce soit le guichetier de la préfecture, le travailleur social, le gardien d'immeuble, arriver à ce qu'on crée des conditions d'alliance qui vont redonner du pouvoir et de la pertinence, de l'efficacité à cet échelon de proximité qui va remonter ensuite, mais avec la bienveillance et l'engagement des hiérarchies, en tout cas au niveau communal, c'est possible, parce qu'il y a des marges de manœuvre. Par rapport à ça, je dirais, on a dans nos missions de porte-à-porte de Voisin Malin, on a une réunion de cadrage où
on prépare le sujet de la mission, par exemple, se débarrasser des punaises de lit avec nos interlocuteurs qui sont compétents, qui sont donc le bailleur social, avec par exemple le responsable d'agence et celui qui s'occupe de l'entreprise de désinsectisation. Mais alors, on inclut les gardiens d'immeubles qui sont ceux qui sont en lien avec les gens, qui observent et qui sont un maillon essentiel je dirais, d'organisation de l'intervention de l'entreprise de désinsectisation. Bref, donc les gardiens d'immeubles, en fait, on va faire en sorte que ces rencontres en présence de leur hiérarchie soient de nature à les valoriser, à renforcer leur rôle, plutôt que de dire qu'on va les remplacer. Parce qu'on a toujours fait attention, on a toujours pris soin de ça, mais on va le faire en ayant conscience que le fait qu'on soit un tiers entre le gardien et sa hiérarchie est un levier énorme pour donner une autre place au rôle du gardien. Et en fin de mission, en bilan de mission, en fait, souvent ce qu'on observe et ce qu'on remonte, les gardiens l'ont déjà dit, ils le savent en réalité. Mais ils ne sont pas écoutés. Ouais. Et quoi? Et ils ne sont pas écoutés, exactement. Ils ne sont pas écoutés. Et le fait que les voisins malins, dans leur bilan, finalement, montrent ce qu'il en est et le disent en objectivant, avec plein d'exemples, voilà, en étant dans cette posture de tiers, ça consolide énormément la place du gardien d'immeuble. Et donc ça, c'est quelque chose en sachant ça, on va faire en sorte que dans toutes nos missions, les personnels de proximité soient ainsi associés d'une autre manière et en faisant en sorte de soigner cet objectif, cette intention-là. Et puis, je voudrais donner un deuxième exemple, ça c'est plus dans nos pratiques internes. On est un peu Monsieur Jourdain, on fait plein de choses sans le savoir, mais on commence à nommer les choses et on commence à trouver qu'il y a des formations qui vont nous permettre de renforcer et de cultiver dans la durée avec les nouvelles personnes qui arrivent chez nous, des pratiques qu'on a, dont je parlais de cette posture dans la relation. Et finalement, on a fait avec les voisins malins, on s'est intéressé à l'écoute active avec des coachs qui étaient spécialisés. En fait, on est parti, comme toujours, des pratiques de porte-à-porte et comment on fait et quels sont les ingrédients essentiels. Les voisins malins ont énoncé par eux-mêmes les 4 ou 5 principes essentiels. Et donc, on les a mis dans une carte en main. Donc, Hélène, la DRH qui est là autour de la table, elle commence à avoir son jeu de cartes qui circule. Mais voilà, donc on part de l'expérience. Finalement, c'est ça toute la force, c'est de se dire que les gens, ils n'ont pas à écouter des choses qu'ils ne savent pas, mais ils mettent des mots et ils apprennent. Et là, on a une formation bientôt que j'ai appris que c'est un truc qu'on faisait et qu'on allait utiliser là dans nos entretiens avec les gens du CCAS. Ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle l'entretien motivationnel. Je ne savais pas que ça existait, mais c'est exactement ce qu'on fait. Mais du coup, voilà, le fait de le savoir, de se former et que toute l'équipe soit consciente de ça, ça va aussi nous permettre d'être plus armés dans cette approche systémique. Voilà. Génial. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est exactement dans l'articulation entre comment continuer à faire ces activités d'impact direct, mais en mettant des graines du changement, plutôt que risquer l'inverse, à savoir être écran et du coup risquer de détricoter la relation malgré soi. Au contraire, là, tu crées des graines de changement. Hyper intéressant. Dernière question pour Marion, très rapidement, avant qu'on prenne quelques questions du chat. Marion, du coup, toi, tu nous as plutôt parlé de cette progression du plus petit premier pas possible vers le prix 2D qui était déjà un peu plus ambitieux. Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots très très rapidement sur, je sais que vous êtes en train de lancer un programme un peu plus ambitieux, donc dans cette remontée du continuum, est-ce que tu peux nous toucher 2 mots de ce que vous lancez avant qu'on prenne les questions du public? Oui, tout à fait. On a lancé en septembre, du coup, ActisLab, qui est à la fois issu de toutes les réflexions qui ont émané des co-explos. Je partage tout à fait ce que disait Anne, de toutes les inspirations extérieures et rencontres qu'on a pu faire au fil de ce cheminement-là, qui nous ont amené, du coup, à faire émerger cette idée d'ActisLab. L'idée, en quelques mots, c'est de déployer des terrains d'expérimentation qui seront amenés à réunir à une échelle nationale et probablement également à une échelle beaucoup plus locale l'ensemble des parties prenantes d'un écosystème, que ce soit l'écosystème de la justice au niveau national ou peut-être un écosystème beaucoup plus petit à l'échelle d'un territoire ou d'un établissement pénitentiaire, et d'essayer de proposer des travaux communs pour faire émerger de nouvelles manières de penser, d'expérimenter de nouvelles solutions et faire évoluer progressivement les postures et pratiques professionnelles des uns et des autres. Alors l'idée là, ce qui est un peu complexe, c'est que voilà, depuis qu'on a repensé aussi au biais de l'approche systémique, on s'est mis
des objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux, tout en ayant conscience qu'il fallait être extrêmement humble dans la posture et dans l'approche qu'on allait avoir et se concentrer là où nous, on avait du pouvoir d'action au sein du système, donc c'est-à-dire pas partout et pas sur l'ensemble du système. Aujourd'hui, ces terrains d'expérimentation, je serais bien en peine de vous dire à quoi ils vont ressembler puisque volontairement, on a choisi de ne pas le définir, puisqu'on veut d'abord mettre en place un conseil scientifique et s'allier aussi probablement au monde de la recherche avec le recrutement d'un doctorant dans le cadre d'une thèse, pour voilà, avoir des experts qui peuvent venir aussi nous appuyer dans cette réflexion et définir avec nous les contours de ces terrains d'expérimentation. Par contre, on a quelques partis pris qui vont nous guider. La conviction qu'il faut accepter de faire des choses sur le temps long, c'est-à-dire que des expérimentations, on pense les mener au moins sur 18 mois, probablement plutôt sur 3 ans. De se dire, voilà, si on voulait des transformations profondes, bah, ça nécessitait d'y consacrer du temps qui soit conséquent et que c'est aussi comme ça que se créent les relations, forcément dans la durée. Assumer aussi que ça a une dimension expérimentale et ça, c'est peut-être ce qui va être le plus difficile. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de créer les conditions du changement, de documenter et d'analyser le chemin, sans préjuger des résultats, qui de toute façon, sont à mon sens, en tout cas, moins importants que tous les apprentissages qu'on va pouvoir faire en cours de route. Mais ça veut dire aussi accepter en tant qu'équipe Actis, qu'on se mette dans une posture qui est beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus risquée, parce qu'il y a aussi la possibilité que ça ne marche pas, qu'on n'atteigne pas les objectifs qu'on s'était fixés, mais de se dire que dans tous les cas, on aura appris des choses et que ce ne sera pas du temps perdu. Voilà. Voilà, pour aller très, très vite dans les grandes lignes, ce qu'on espère lancer. Voilà. Excellent. Merci Marion. Je passe la parole à Fitri, je crois, qui a surveillé assidûment le chat. Est-ce que tu as repéré des questions à nous partager? Oui, merci beaucoup déjà à nos deux intervenantes, à toi Cyril, et puis à vous tous pour vos questions et vos réactions. Donc, j'ai la lourde tâche d'essayer de synthétiser un peu ce qui vous a interpellé. J'ai retenu 3 grands thèmes qui ressortent. Donc, ce que je vous propose, c'est comme on a un timing assez serré, je vous partage un peu les grandes questions qui ont émergé et puis je laisserai nos intervenants choisir celle sur laquelle ils ont envie de rebondir. Premier thème sur lequel vous avez pas mal réagi, c'est vraiment la question de la coopération, des relations et notamment de la posture. Donc, plusieurs questions. Charles-Henri de Lalonde, relation d'égal à égal avec les pouvoirs publics dont tu parlais, Anne. Comment est-ce qu'on peut mieux susciter la coopération avec les acteurs publics plutôt que d'être en position un peu de tutelle, voire de prestataire des politiques sociales? Dans la même veine, Stéphane Vincent de la 27e région, est-ce qu'on peut vraiment espérer une transformation systémique aboutie côté asso si la même transformation n'est pas opérée côté acteur public? Sur le même thème, Fanny de Rhône-Alpia, comment est-ce qu'on provoque chez l'autre cette envie d'agir qui est à l'origine de toute expérimentation collective, donc notamment sur l'exemple du préfet dont tu parlais, Anne, tout à l'heure. Agathe aussi, Agathe Leblay de la Fonda. On parle beaucoup de relations, de vulnérabilité qui ont l'air d'être des déclencheurs d'action. Est-ce que ces dynamiques sont liées à des relations interpersonnelles qui le permettent? Ou est-ce que ces notions donc de relations, de vulnérabilité, peuvent aussi devenir systémiques? Est-ce que c'est une nouvelle posture? Voilà, donc tout un ensemble de questions sur la coopération et les relations, la posture. Un autre bloc, un peu de questions plutôt autour de l'évaluation. Donc, merci à Philippe, Claire, Stéphane, Vincent et Agathe Leblay. Déjà, doit-on parler d'évaluation? Tu nous demandais, Agathe, est-ce que c'est le terme adapté, adéquat? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt changer de vocabulaire et aller plutôt vers une sorte de questionnement permanent? En ce sens aussi, voilà, Philippe et Stéphane, vous posez la question de la place pour l'évaluation. Quelle place pour l'évaluation? Quel type d'évaluation dans une démarche systémique? Est-ce que vous travaillez avec des évaluateurs et comment est-ce que justement on évalue l'efficacité d'un projet 1 par rapport à un projet 2? Voilà un petit peu sur l'évaluation. Et un troisième grand sujet, merci à Julie Villouin d'Evolem. Quel impact ces transformations, enfin quel impact de ces transformations au sein de vos orgas sur vos financements? Donc voilà, quelques réactions des financeurs. Je vous laisse du coup réagir sur ces 3 thèmes, donc coopération, posture, évaluation, financement. Je vous laisse prendre au vol ce qui vous interpelle. Marion, Anne et puis Cyril aussi, si tu le souhaites. Je vais parler du premier point. Je pense que par rapport à la posture, j'ai entendu d'égal à égal, l'envie d'agir, déclencher l'envie d'agir en face, et c'est tout le sujet des clients du changement selon l'approche de Palo Alto.
et comment, voilà, la même transformation dans le service public. Par rapport à ça, déjà, pour moi, c'est l'échelle de proximité qui est première, sur laquelle on a des marges de manœuvre et on rencontre des personnes, en fait. Et des personnes, ce sont des personnes qui sont confrontées à la réalité. Pour moi, c'est la réalité qui est le déclencheur. Et cette réalité, ce sont des échecs cuisants. Par exemple, un échec de concertation pour un méthaniseur du préfet. Par exemple, un échec dans la mission d'accès aux droits des personnes âgées, alors que voilà, que c'est quelque chose, c'est une responsabilité. Et donc ça, c'est la première. Deuxième, ce sont les élections. Les élections, c'est l'abstention qui monte, c'est la montée des extrêmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent et qui agite énormément d'acteurs, qui sont les acteurs qui sont attachés à notre démocratie, à ses valeurs voilà, d'égalité, je parlais de promesses républicaines, c'est pas pour rien. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est en fait, le service public est enfermé dans des éléments de langage, des postures, des règles. Et c'est de revitaliser, c'est de redonner Les personnes qui sont là, elles sont là, beaucoup d'entre elles, parce qu'elles sont venues pour un sens. Et aujourd'hui, elles ne trouvent plus ce sens. Et c'est un département là qui veut bosser avec nous dans le 94, il dit nous, en fait, on n'arrive pas à recruter. La moitié de nos équipes de travailleurs sociaux sont non pourvues. C'est le cas aussi dans ces CCAS. Et je disais, mais c'est quoi la raison? Eh ben, la première raison, c'est celle du sens. Donc, il s'agit, et le sens, c'est de se sentir utile, c'est de construire quelque chose avec des gens et de voir qu'il y a, et d'apprendre, et donc, et d'inventer aussi. Voilà, donc tout ça, pour moi, je crois que ça se fait avec des personnes. C'est pour ça que je choisis le territoire et que sur un territoire de proche en proche, on va diffuser ces pratiques et ça va faire un peu bloc. Et puis après, ça va passer à un autre territoire. Et pour ça, il y a des réseaux de formation qu'on va infiltrer. Et je suis déjà en contact avec certains d'entre eux. Il y a la 27e région qui est autour de la table, j'espère, Stéphane. Voilà, j'arrête là. Marion, tu veux réagir sur quelque chose? Oui, peut-être sur la question des financements, puisqu'effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre. Le constat, c'est qu'effectivement, si on propose des choses qui sont plus ambitieuses, plus sur le long terme, c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des financeurs que ça peut embarquer, voilà, qu'on leur propose des choses plus ambitieuses dans le temps, et cetera, et qui sont, voilà, on sent qu'il y a une appétence aussi qui se développe dans le monde philanthropique pour cette approche systémique, avec notamment la Fondation de France. Alors, on a eu la chance, nous, d'être lauréat du programme Acteurs clés du changement de la Fondation de France, qui est un programme expérimental, même pour eux, qui réunit une trentaine d'organisations avec des financements structurants pluriannuels qui nous ont laissé le temps, justement, dont on parlait tout à l'heure, de développer toute cette approche. Aujourd'hui, on passe dans la phase 2 où on recherche notamment des nouveaux partenaires à partir voilà, de 2025-2026 pour mettre en œuvre tout ce qu'on a imaginé. Aujourd'hui, c'est quand même relativement complexe puisqu'on voit que s'il y a je pense, un mouvement de fond un peu d'évolution du monde philanthropique, bah, c'est aussi des pratiques de financement via les appels à projets, et cetera, qui demeurent très ancrées. Et donc, aujourd'hui, voilà, il y a parfois une dissonance entre un discours et un intérêt annoncé pour l'approche systémique et en même temps une difficulté peut-être à traduire de façon concrète dans des appels à projets tout ce que ça peut vouloir dire, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, cette acceptation d'une dimension expérimentale. Voilà, et de dire, bah non, on peut pas vraiment s'engager sur des résultats parce qu'on pense que c'est le chemin qui est plus intéressant que les résultats. Et voilà, et de dire qu'on accepte cette part d'inconnu et de prise de risque. Voilà, donc aujourd'hui, en termes de financement, ça reste assez difficile. Nous-mêmes, on se rôde sur présenter cette approche systémique qui peut paraître effectivement un peu un bullshit word. Et puis voilà, chez certains déclarent des réactions un peu épidermiques du non, mais nous, on veut financer du concret et de l'impact direct, ce qui effectivement est tout à fait légitime et nécessaire. Et d'autres qui ont un attrait voilà, qui se concrétise plus ou moins dans des modalités concrètes de financement. Donc voilà, je pense que c'est intéressant aussi de voir cette évolution du monde de la philanthropie et en tout cas ces réflexions qui, via la Fondation de France, mais aussi de nombreux autres acteurs comme le collectif Racine, viennent voilà, engendrer aussi des questionnements, je pense, assez importants. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer sur comment on peut travailler ces questions-là ensemble entre partenaires financiers et partenaires associatifs. Et là aussi, peut-être un enjeu de développer une relation qui soit un peu plus horizontale, puisqu'en tant qu'association, on est souvent dans une position bah, voilà, de demande, de sollicitation vis-à-vis de financeurs. On parlait beaucoup de changement de relations, etc. Je pense que là aussi, il y a quelque chose à jouer de cette nature-là, de dire qu'on a chacun un rôle à jouer et que voilà, faut remettre un peu d'horizontalité. Donc, en tout cas, moi, je suis très intriguée de voir comment ça va évoluer
ces relations-là et ce mouvement-là. Et je peux vous mettre dans le chat, il y a un document qui a été écrit par la Fondation de France et l'ensemble des acteurs clés du changement sur cette expérience et qui, je trouve, est vraiment intéressant en lien avec cette question. Je vais vous le mettre dans le chat. Excellent. Ah, oui, Yann. Je peux compléter sur 2 choses. Par rapport à ce qu'on mène nous, je disais qu'on n'était pas dotés parce qu'on n'était pas lauréats, nous, on n'a pas eu cette chance du fameux programme. Mais en revanche, il y a des gens qui s'engagent. Alors, en fait, pour moi, dans l'horizontalité, il y a un ingrédient, c'est le financement. C'est-à-dire que chacun est co-engagé. Et donc, dans tous ces projets dont je vous parle, il y a un engagement financier de notre partenaire et aussi à mettre des agents à dédier du temps. Mais aussi, Voisin Malin arrive avec une partie du financement pour être à égalité. Et cette partie du financement n'est pas facile à trouver aujourd'hui. Donc là, ce sont plutôt des personnes individuellement. C'est difficile de convaincre des fondations d'entreprises, des philanthropes à titre individuel qui sont eux-mêmes en train de se poser des questions dans ce questionnement et cette analyse. Ceux-là, on peut les embarquer. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, mais moi j'en ai quelques-uns qui sont là, donc ça c'est extra. Et la deuxième chose par rapport aux résultats ou à l'évaluation, et tu parlais du chemin, Marion, je dirais qu'il y a aussi une dimension, mais je dirais, structurante, ontologique de cette approche systémique, c'est que par définition, on ne fait pas seul. Donc, on ne peut pas préjuger de ce qu'on va trouver. On va le décider avec les autres qui vont cheminer avec nous. Et c'est avec eux qu'on va se dire, voilà le sujet qu'on va traiter ensemble, et on va partager un diagnostic, et on va construire ensemble un chemin. Donc le chemin, on va l'énoncer, enfin, c'est le chemin faisant, comme tu disais, mais dans tous les cas, on n'est pas seul, c'est pas notre chemin à nous, c'est un chemin collectif. Donc voilà, c'est une autre raison, c'est une raison, je dirais, assez fondamentale. Merci, merci Anne. Je vais peut-être toucher 2 mots, mais on pourrait passer 1 heure et demie et je vais le faire en 30 secondes sur l'évaluation. C'est un sujet complexe. Peut-être 2 choses à avoir en tête. Le premier, c'est que la difficulté avec l'évaluation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est que elle pousse globalement, elle fait partie des choses qui poussent à être encore plus orientée sur ma solution. On passe en fait énormément de temps, souvent en tant qu'association, à se concentrer sur ma solution, comment je la développe, je l'évalue, je la pitch, je la market, je la fais grossir, je l'améliore, etc. Alors l'enjeu de l'approche systémique, c'est de s'ouvrir sur la compréhension du problème. Et l'évaluation d'impact, telle qu'elle est pratiquée en immense majorité, ne questionne pas forcément la compréhension des problèmes, mais plutôt l'adéquation d'un programme ou d'une activité à un objectif fixé par l'association. Donc, en fait, l'approche systémique vient beaucoup questionner la pratique de l'évaluation et peut-être même, comme le disait Agathe, le mot même évaluation, est-ce qu'il est adapté à la manière dont les compétences de l'évaluation pourraient soutenir une approche systémique. Et du coup, ça voudrait dire changer la focale, être un peu moins en train de se demander si un programme est adéquat par rapport à un objectif que s'est fixé l'asso, mais comment les capacités de l'évaluation, de la collecte et de faire parler des données peuvent servir à mieux comprendre les problèmes complexes et à faire des communs de connaissances là-dessus. Et du coup, peut-être deuxième point là-dessus, et c'est mon opinion personnelle, je crois qu'aujourd'hui, pour les associations qui expérimentent une approche plus systémique, il ne faut pas tout de suite se lancer dans essayer d'évaluer si cette approche marche ou pas. Enfin, moi, je suis plutôt donc après, ça dépend de quand on parle d'évaluation, si on est plutôt dans une logique d'apprentissage, oui, mais en fait, mettre ce mot un peu évaluation en se disant est-ce que ça marche, entre guillemets, qu'est-ce qui marche, c'est peut-être mettre trop de pression sur des approches qui sont vraiment à leur balbutiement. Et sur ces sujets de changement et d'approche systémique, moi, je suis plutôt favorable à se dire attendons un peu avant de se poser la question de l'évaluation. Par contre, soyons apprenants. Et en revanche, l'approche systémique peut questionner beaucoup le métier actuel de l'évaluation pour le faire progresser vers une logique, notamment plus de compréhension des problèmes complexes. Mais j'ai fait ultra rapide, alors que c'est un sujet très profond, je pense. Amandine, je te passe la main. Merci beaucoup. Quelques minutes juste pour remercier infiniment Anne, Marion et toi Cyril pour la qualité de vos partages, de ces retours d'expérience de ce matin. Moi, j'ai été très marquée par cette vision finalement de apprendre ensemble à cheminer, à se mettre à l'école de la relation. Ce que tu as dit, Anne, pour Voisin Malin, elle peut être, je pense, généralisée aux associations comme laboratoire de transformation de la société. Si on veut transformer vraiment les choses, comme tu disais, Cyril, être plus transformateur, il faut le faire ensemble avec ce nœud systémique de la coopération qu'on a beaucoup évité et avec un chemin qui se dessine, je trouve, autour de ce langage de vérité, de partir des vulnérabilités de ce système, des acteurs, de pouvoir se dire les choses sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, travailler sur les croyances, sur les structures, le changement de pratiques professionnelles pour pouvoir partir de ce que tu disais, Anne, de ce déclencheur qu'est la réalité, pour inventer ensemble à partir d'une réalité partagée.
porter un regard nouveau, c'est ce que tu partageais aussi Marion, sur la valeur de ce que l'on fait, cheminer ensemble dans l'inconnu, dans le tâtonnement, et pouvoir semer des graines du changement, y compris dans les actions d'impact direct, en se disant que c'est comme ça qu'on arrivera à danser avec le système et à les faire changer, selon une expression qui nous est chère. Il me reste donc à vraiment vous remercier, à vous inviter au prochain webinaire qui a lieu dans un mois, le 12 juin. Je partage juste les dates. J'espère que ça apparaît parce que comme Anne tout à l'heure, je ne vois plus rien. Donc on aura la grande chance aussi d'entendre le retour d'expérience de Joséphine Boucher de Ticket for Change et de Jérémy Lovenbruck de Palanca, Belleville et des Halles de la Cartoucherie. N'hésitez pas, donc on va mettre en ligne le replay de ce webinaire de ce matin. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser. Vous êtes les bienvenus bien sûr au prochain rendez-vous et on vous annoncera aussi un peu la suite de cette dynamique. Merci beaucoup à tous. Il est 10h31. On voulait respecter votre temps. Donc, on vous libère en remerciant encore chacun de ses contributions, de toutes les interventions de qualité dans le chat, les partages. Et merci encore à Anne et Marion pour la profondeur de leurs réflexions et leur capacité à nous les partager. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup à tous les trois et à toutes et toutes pour ce webinaire. Merci. Merci à vous. Voilà, pour ces témoignages en sincérité passionnants. Merci.